7 ans d'amour, 3 ans de mariage, tout s'est effondré à cause d'une photo plus petite que la paume de ma main. Cette nuit-là était peut-être le dessein cruel du destin pour ma vie. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. J'ai simplement fait quelque chose tranquillement qu'aujourd'hui encore, quand j'y repense, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu rester si calme. La musique apaisante du restaurant le plus luxueux de New York résonnait encore à mes oreilles. L'arôme du vin raffiné et du steak que nous venions de déguster semblait s'attarder sur ma langue. J'étais assise sur le siège passager, la tête appuyée contre la vitre de la voiture, regardant les lampadaires défiler comme des traînées d'étoiles filantes. À côté de moi, Michael, le mari que j'aimais de tout mon être, conduisait. Une main reposait sur le volant, l'autre tenait doucement la mienne, nos doigts entrelacés, sa chaleur était familière et étonnamment réconfortante. « Es-tu fatigué ?» Il s'est tourné vers moi, sa voix grave et tendre comme toujours. « Tu es magnifique ce soir, Chloé. » J'ai souri, un sourire de contentement venant du plus profond de mon cœur. « Je suis tellement heureuse. Merci pour tout, mon amour. » Notre 3e anniversaire était merveilleux, et ce n'était pas un mensonge. Tout avait été parfait. Il avait secrètement réservé un restaurant que j'adorais, préparé un bouquet de roses pourpres à longue tige, et un cadeau que je convoitais depuis longtemps, une montre de luxe, une édition limitée que je n'avais mentionnée qu'une seule fois par hasard. 3 ans en tant qu'épouse, 7 ans à ses côtés, pas un seul moment de regret. Moi, Chloé Anderson, 28 ans, j'avais une carrière réussie, ayant hérité et développé l'entreprise pharmaceutique de mon père, Evergreen Pharmaceuticals. J'avais un mari talentueux qui m'aimait tendrement. Je pensais être la femme la plus heureuse du monde. La voiture s'est engagée dans le garage souterrain de notre immeuble de luxe. Michael a fait le tour pour m'ouvrir la portière, un geste de gentleman qu'il n'oubliait jamais. Il a doucement embrassé mon front. « Monte. J'ai un appel d'un client. Je risque de rester ici un peu plus longtemps. » « D'accord, ne travaille pas trop tard. » Je me suis mise sur la pointe des pieds, j'ai embrassé sa joue, puis je me suis tourné pour entrer dans l'ascenseur. Notre appartement se trouvait au 25e étage avec un balcon surplombant les lumières de la ville la nuit. Tout à l'intérieur était ordonné et propre grâce à notre femme de ménage à l'heure. J'ai placé le bouquet dans un vase, enlevé mes talons hauts, et la fatigue d'une longue journée a commencé à se faire sentir. J'avais l'intention de prendre une douche mais j'avais soif. En passant devant le canapé où Michael s'asseyait souvent, j'ai remarqué son portefeuille en cuir laissé sur la table. Il avait dû l'oublier lorsqu'il s'était précipité pour répondre au téléphone. J'ai ramassé le portefeuille, avec l'intention de le ranger dans son tiroir. Ce portefeuille était un cadeau que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Une pensée m'a soudain traversé l'esprit, avais-je déjà regardé à l'intérieur du portefeuille de mon mari? Jamais une seule fois. Je lui faisais une confiance absolue. Je croyais que le respect de la vie privée de l'autre était essentiel dans le mariage. Mais aujourd'hui, pour une raison quelconque, une curiosité enfantine a surgi en moi. C'était peut-être le léger effet du vin, ou peut-être l'intuition d'une femme. J'ai ri de mes propres pensées. Sûrement, son portefeuille ne contiendrait que de l'argent liquide, des cartes de crédit, son permis de conduire, et peut-être une photo de moi. Je me suis assise sur le canapé et j'ai ouvert lentement le portefeuille. Comme je le pensais, le premier compartiment contenait quelques cartes de crédit platine. Le suivant contenait une liasse de billets de $100. Je suis passé au compartiment des documents. Son permis de conduire, sa carte d'employé d'Evergreen Pharmaceuticals et là, mon cœur a raté un battement. Glissé derrière son permis de conduire se trouvait une petite photo soigneusement cachée, mais ce n'était pas une photo de moi. Mon corps tout entier s'est figé. La photo était un Polaroid, ce qui lui donnait un aspect un peu nostalgique. Sur l'image, Michael était dans une chambre d'hôtel inconnue. Il ne portait pas de chemise, révélant la musculature dont j'étais si fier. Il souriait, un sourire radieux et heureux. Et dans ses bras, la tête posée sur son torse nu, se trouvait une femme. Cette femme souriait aussi, un sourire provoquant et possessif. Elle portait une chemise de nuit légère, ses longs cheveux retombant en cascade sur l'épaule de mon mari. Et ce visage, un visage que je ne pouvais absolument pas confondre, était celui de Jessica Davis, ma meilleure amie. Mon monde s'est brisé autour de moi. Mes oreilles bourdonnaient, n'entendant plus la musique douce qui passait dans la pièce. Tout s'est brouillé devant mes yeux, ne laissant que les sourires de ces deux personnes, tranchants et atroces comme un couteau,
s'enfonçant droit dans mon cœur. Jessica Davis, l'amie qui avait partagé mes années difficiles à l'université, la personne en qui j'avais tellement confiance que je l'avais invitée à devenir directrice de la recherche et du développement pour mon entreprise, celle à qui je confiais toutes mes joies et mes peines, même les secrets les plus intimes entre mon mari et moi. Une douleur aiguë m'a traversé la poitrine, et une vague de nausée a monté dans ma gorge. J'ai plaqué ma main sur ma bouche, essayant de retenir tout sanglot. Pourquoi? Pourquoi eux? Mon mari bien-aimé et mon ami la plus fidèle. Depuis combien de temps étaient-ils ensemble? Que avait-il fait dans mon dos? Les voyages d'affaires de Michael. Les excuses de Jessica disant qu'elle était occupée et incapable de sortir avec moi. Toutes les pièces éparpillées se sont soudainement liées, formant une image dégoûtante de trahison. J'ai regardé la photo à nouveau. Ils avaient l'air si heureux, si parfaits ensemble. Le sourire de Michael avec elle était un sourire que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Son amour pour moi était-il mort depuis longtemps, ne laissant que des faux-semblants? Et à leurs yeux, j'étais peut-être juste une pauvre idiote, un tremplin pour obtenir position et argent. Une larme chaude a coulé sur ma joue, puis deux, puis trois, mais c'est tout. Le choc et la douleur extrême se sont rapidement apaisés, laissant place à une froideur glaciale qui a enveloppé tout mon être. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. Je suis juste restée assise là, silencieuse, à fixer la photo. Je les regardais pendant très, très longtemps, comme si je voulais graver leur vrai visage jusque dans mes os. Je ne pleurais plus. Les larmes étaient un luxe et totalement inutiles maintenant. J'ai calmement sorti mon téléphone et pris plusieurs photos de l'image sous différents angles, en m'assurant d'avoir les clichés les plus nets possibles. Ensuite, j'ai soigneusement remis la photo à sa place d'origine dans le portefeuille et j'ai reposé le portefeuille à sa place sur la table sans le moindre décalage. Je me suis levé et je suis allé dans la salle de bain, j'ai rempli la baignoire d'eau froide et je m'y suis immergé. Le froid glacial m'a rendu l'esprit exceptionnellement clair. Les confronter? Faire une scène? Seulement pour recevoir de fausses excuses et des promesses vides, et ensuite ils reprendraient leur liaison clandestine encore plus prudemment. Non, cette Chloé-là ne ferait rien d'aussi stupide. Je ne leur donnerais pas de chance de nier, ni de chance de se préparer. Ils avaient fait de moi une idiote. Maintenant, j'allais leur montrer à quel point cette idiote pouvait être terrifiante lorsqu'elle était en colère. Je suis sorti du bain et je me suis essuyé. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me fixait avait les yeux rougis, mais son regard était aussi tranchant qu'un couteau. Je ne divorcerai pas immédiatement. Je ne les laisserai pas atteindre leur but si facilement. Je leur ferai payer un prix très élevé, un prix qu'ils n'oublieraient jamais de leur vie. Je suis retourné dans le salon et j'ai pris mes clés de voiture. Il était presque 1h du matin, mais il y avait encore un endroit ouvert, une boutique de photocopie et d'impression 24h24. Demain matin, quand le soleil se lèverait, quand Michael et Jessica rêveraient encore d'un avenir radieux obtenu par la tromperie, ils recevraient un cadeau surprise. Demain matin, il y aurait une averse soudaine chez Evergreen Pharmaceuticals, une pluie non pas d'eau, mais de la vérité la plus cruelle et la plus humiliante. Mon histoire ne faisait que commencer. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait ensuite, si vous voulez vous joindre à moi dans ce voyage pour la justice, veuillez vous abonner à Echo of the Past et activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Ma voiture filait à toute allure dans la nuit, laissant derrière elle l'immeuble de luxe que je considérais autrefois comme ma maison. La ville tard dans la nuit était déserte. Les lampadaires se reflétaient dans la vitre de la voiture comme des larmes non versées. Mais je ne pleurais pas. Mon cœur était froid, durci comme un bloc de glace. Dans mon esprit, il n'y avait qu'un seul objectif clair et net. L'imprimerie était située dans une petite rue latérale, brillamment éclairée 24h24. L'air à l'intérieur était imprégné du bourdonnement sans vie et régulier des machines à imprimer et de l'odeur de l'encre. Le jeune employé ensommeillé m'a regardé avec une pointe de surprise, voyant une femme élégamment vêtue apparaître à presque 2h du matin. Je n'ai pas dit grand-chose, je lui ai simplement tendu mon téléphone en silence. La photo que j'avais prise est apparue clairement sur l'écran, le visage heureux de mon mari et celui de ma meilleure amie. Imprimez-moi ça en couleur sur le meilleur papier photo. Imprimez 500 exemplaires. Les yeux de l'employé se sont agrandis. Il m'a regardé, puis l'image, son regard étant un mélange d'appréhension et de curiosité. Peut-être s'interrogeait-il sur l'histoire derrière cette étrange demande. Mais cela ne le regardait pas. Il a simplement hoché la tête en silence, a pris le fichier de l'image et a commencé son travail.
Je me suis assise sur une chaise en plastique froid dans le coin de la pièce, regardant l'imprimante industrielle à l'œuvre. Feuille après feuille, les photos sortaient régulièrement, sans pitié. Les visages de ces deux personnes, leur sourire, leur intimité, reproduits des centaines de fois, s'étalaient sur la grande table. À chaque photo imprimée, mon cœur devenait plus froid. La douleur était toujours là, couvant comme une brûlure profonde, mais elle ne me faisait plus m'effondrer. Elle se transformait en autre chose, une puissance sombre et froide. J'ai payé une somme considérable pour 500 photos de haute qualité. Je n'ai pas hésité un instant, c'était mon investissement le plus valable ce soir. L'employé a soigneusement empilé les photos dans une grande boîte en carton. J'ai serré la boîte contre moi jusqu'à ma voiture, ayant l'impression de tenir une boîte de cendres, les cendres de l'amour, de la confiance, de 3 ans de mariage que j'avais nourri de tout mon cœur. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'à un hôtel près de l'entreprise et j'ai loué une chambre. Je n'ai pas dormi. J'ai posé la boîte en carton sur la table et j'ai sorti une photo. Sous la lumière jaune tamisée de la chambre d'hôtel, les sourires de Michael et Jessica semblaient encore plus flagrants, encore plus faux. Que avais-je fait de mal? N'étais-je pas assez bien, pas assez aimante, ou pas assez confiante envers elle? Non, je n'ai rien fait de mal. Ce sont eux qui ont tort. Ce sont eux les traîtres. Je me suis assise près de la fenêtre en regardant la rue déserte en bas. J'avais pensé autrefois que si jamais je découvrais cela, je deviendrais folle, je crierais, je les confronterais. Mais non, mon calme actuel m'effrayait moi-même. Peut-être que lorsque la douleur dépasse un certain seuil, les larmes ne peuvent plus couler, et le cœur ne sait plus comment avoir mal. À la place, il n'y a que le vide et un unique désir de justice. J'ai regardé l'horloge, 4 heures, 5 heures du matin. Alors que les premiers rayons du nouveau jour commençaient à filtrer à travers les stores, je me suis levé. J'ai mis une robe d'affaires noire et j'ai appliqué un maquillage méticuleux pour dissimuler les cernes sous mes yeux d'avoir veillé toute la nuit. Je me suis regardé dans le miroir. Une Chloé complètement différente. Toujours le même visage, mais les yeux ne contenaient plus la douce innocence d'hier. Ils étaient tranchants et résolus. À 6h30 précise, j'ai conduit jusqu'à Evergreen Pharmaceuticals. L'immeuble de 30 étages dominant le centre-ville était le dévouement de toute une vie de mon père. Et maintenant, c'était mon champ de bataille. À cette heure-là, l'entreprise ne comptait que quelques membres du personnel de nettoyage et l'équipe de sécurité. Ils savaient tous que j'étais la PDG, la propriétaire de cet endroit, alors ils ont simplement incliné la tête en guise de salut sans poser de questions. J'ai porté la boîte en carton dans le hall principal. Le hall de l'entreprise était élégamment conçu avec des sols en marbre poli et une petite fontaine décorative au centre. C'était le visage d'Evergreen Pharmaceuticals, le premier endroit où tous les employés et partenaires entraient. J'ai posé la boîte, pris une grande inspiration, puis je l'ai ouverte. Je n'ai pas jeté, je n'ai pas posé. J'ai utilisé mes 2 mains pour ramasser des poignées de photos et les lancer haut dans les airs, juste sous le puits de lumière du bâtiment. Des centaines de photos, comme des papillons vénéneux, ont tournoyé puis ont flotté doucement vers le bas. Elles voltigeaient partout, couvrant le sol de marbre, tombant dans la fontaine, se posant sur les chaises d'attente en cuir. Tout le grand hall, en un instant, s'était transformé en une exposition de la trahison. Je me tenais au milieu de cette pluie de photos, observant silencieusement mon œuvre. Les visages de Michael et Jessica étaient partout, souriant effrontément dans cet espace luxueux. Une satisfaction glaciale m'a parcouru l'échine. Ce n'était que le prélude. Ma tâche terminée, je ne me suis pas attardé. J'ai marché calmement vers l'ascenseur de la direction et je suis monté directement à mon bureau au dernier étage. Mon bureau avait une grande paroi vitrée surplombant le hall principal. C'était ma forteresse privée, un endroit d'où je pouvais tout observer sans être vu. J'ai préparé une tasse de café noir, sans sucre, et je me suis tenu près de la fenêtre en attendant. À 7h30, les employés ont commencé à arriver. La première personne à entrer dans le hall fut une jeune stagiaire. Elle s'est arrêtée net, les yeux écarquillés, fixant la scène devant elle. Elle s'est penchée pour ramasser une photo, et j'ai vu son visage devenir pâle. Elle a rapidement lâché la photo comme si elle lui brûlait la main. Puis la deuxième, la troisième personne est entrée. La surprise initiale s'est rapidement transformée en chuchotements et murmures. La foule s'est progressivement rassemblée. Ils ramassaient les photos pour les examiner. Ils pointaient du doigt. Ils se chuchotaient entre eux.
Des téléphones ont été sortis. Des photos ont commencé à être prises et peut-être envoyées sur les discussions de groupe de l'entreprise. La tempête de rumeurs a commencé à se propager à une vitesse alarmante. Le directeur des ventes et la directrice de la R&D, deux individus talentueux et respectés, modèles pour toute l'entreprise, entretenaient apparemment une liaison illicite dans le dos de leur estimé PDG. La pièce commençait à devenir intéressante. J'ai pris une gorgée de café, son goût amer se répandant dans ma bouche. J'attendais que mes deux acteurs principaux apparaissent et puis je l'ai vu. La Mercedes noire familière de Michael s'est garée sur le parking VIP. La portière s'est ouverte et il est sorti, toujours dans son costume impeccablement ajusté, l'air plus fringant que jamais. Mais juste après, une Mazda blanche s'est arrêtée juste à côté. Jessica est sortie de cette voiture, portant une robe rouge moulante aujourd'hui, l'air incroyablement séduisante. Ils étaient venus travailler ensemble. Ils sont restés à discuter quelques instants sur le parking, riant joyeusement, ignorant totalement la tempête qui les attendait. À quelques pas de là, ils marchaient ensemble vers l'entrée principale. Ma pièce allait avoir son public le plus honoré, et j'avais hâte de voir comment ils continueraient leur numéro une fois qu'ils auraient franchi cette porte. Depuis mon bureau au 30e étage, à travers le verre renforcé transparent, je pouvais clairement voir chacun de leurs mouvements. Michael et Jessica marchaient côte à côte. Ils maintenaient une distance polie, suffisante pour paraître comme des collègues normaux, mais leurs yeux échangeaient occasionnellement des regards complices, des regards que seul ceux pris dans une liaison secrète possèdent. Ils souriaient encore, les sourires satisfaits de ceux qui tenaient à la fois l'amour et la carrière entre leurs mains. Une carrière bâtie sur ma propre confiance. Au moment où les portes vitrées automatiques du hall principal ont coulissé, les sourires sur leurs visages se sont figés. J'ai vu Michael vaciller, les yeux écarquillés, balayant le hall du regard. La surprise s'est rapidement transformée en perplexité, puis en une panique extrême. Le visage de Jessica est passé d'un rouge empourpré à une pâleur fantomatique. Elle a instinctivement reculé d'un pas, couvrant sa bouche, ses yeux dardant de tous côtés comme si elle cherchait une issue. Les murmures de la foule d'employés se sont soudainement tus. Tous les regards étaient maintenant fixés sur les deux personnages principaux qui venaient d'apparaître. L'atmosphère est devenue épaisse et étouffante. Je pouvais imaginer leur cœur battant follement dans leur poitrine. Leur confiance et leur sang-froid habituel s'étaient évanouis, ne laissant que la confusion et l'humiliation exposées devant des centaines d'yeux. Michael a retrouvé son calme en premier. Fidèle à un cadre commercial, ses capacités de gestion de crise étaient rapides. Il n'a pas fui, n'a pas crié. Au lieu de cela, il s'est précipité vers l'avant, ramassant frénétiquement les photos éparpillées sur le sol. Il les ramassait comme un fou, les serrant contre sa poitrine comme si cela pouvait cacher la vérité. Jessica, après quelques secondes de silence figé, a également compris. Elle a rapidement couru pour l'aider. Les deux individus de haut rang et influents de l'entreprise étaient maintenant courbés, tête baissée, collectant les preuves de leurs propres méfaits dans le hall principal sous les yeux de tous les employés. Un spectacle vraiment ironique et pathétique. Qui a fait ça? J'ai entendu Michael hurler, sa voix n'étant plus grave, mais rauque de colère et de peur. Personne n'a répondu. La foule restait là à regarder. Certains se détournaient par gêne. D'autres jubilaient, faisant semblant de vérifier leur téléphone, mais enregistrant discrètement en réalité. Je savais qu'en quelques minutes seulement, cette grande pièce se propagerait sur tous les forums internes. Ils ne pouvaient pas tout ramasser. Les photos étaient partout, certaines flottant même dans la fontaine. Jessica semblait ne plus pouvoir le supporter. Elle s'est effondrée sur le sol, couvrant son visage de ses mains, sanglotant de manière incontrôlable, ses larmes étant tardives et fausses. Michael l'a regardée, puis a regardé la foule environnante, et une lueur décisive est apparue dans ses yeux. Il a forcé Jessica à se lever, s'est penché près de son oreille et a chuchoté quelque chose. J'ai deviné qu'il lui donnait des instructions sur la manière de continuer son numéro. Puis il a levé la tête, a regardé directement la foule et a parlé, essayant de retrouver son calme. Tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît. C'est juste un malentendu. Quelqu'un essaie intentionnellement de nous nuire pour ternir la réputation de l'entreprise. J'exige que tout le monde retourne immédiatement à son poste de travail. Pas de commérage, pas de diffusion de ces images. Quiconque viole cette consigne s'exposera à des mesures disciplinaires sévères. Ces paroles avaient encore du poids. Les employés ont commencé à se disperser, bien que les regards curieux et les chuchotements n'aient pas cessé. À ce moment-là,
j'ai décidé qu'il était temps pour moi d'apparaître. La porte de l'ascenseur de la direction s'est lentement ouverte. Je suis sorti, toujours dans ma robe noire, le visage dépourvu d'émotion. Mon apparition a de nouveau interrompu toute activité dans le hall. Tout le monde, y compris Michael et Jessica, s'est tourné vers moi. Pendant un instant, mes yeux ont croisé ceux de Michael. Dans ses yeux, j'ai vu une panique extrême, de la culpabilité et même une supplique. Il a articulé quelque chose, essayant de parler, mais aucun mot n'est sorti. Je ne l'ai pas regardé, pas plus que je n'ai regardé Jessica. J'ai simplement marché lentement vers l'avant, mon regard balayant les photos encore éparpillées sur le sol. Je me suis penché et j'en ai ramassé une. La photo était très nette, très belle. Je l'ai regardée pendant un long moment, puis j'ai levé la tête pour regarder Michael. Quoi? Qu'est-ce que c'est, Michael? Ma voix tremblait, faible. Les mots « qu'est-ce que c'est » semblaient sur le point de se briser. Et puis j'ai fait quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Je me suis lentement effondré. La photo a glissé de ma main. Mon corps tout entier a flanché, tombant vers l'avant. Chloé! Le cri paniqué de Michael a retenti. Il s'est précipité vers l'avant, réussissant de justesse à me rattraper avant que je ne heurte le marbre froid du sol. Il me tenait dans ses bras, m'appelant par mon nom dans une véritable panique. Chloé, réveille-toi. Ne me fais pas peur. J'ai fermé les yeux hermétiquement, laissant mon corps devenir complètement inerte dans ses bras. Ma pièce avait officiellement commencé avec moi dans le rôle d'une épouse pathétique, choquée jusqu'à l'inconscience en découvrant la cruelle vérité. La foule s'est de nouveau agitée, cette fois avec des exclamations inquiètes. La PDG s'est évanouie. Appelez une ambulance. Michael m'a soulevé. La force de la peur l'a fait agir rapidement. Il n'a pas appelé d'ambulance, il savait que cela ne ferait que rendre les choses plus publiques. Il m'a porté, courant droit vers l'ascenseur de la direction, criant à la foule, tout le monde, laissez passer. Je l'emmène dans la salle de repos. Jessica restait là, figée, nous regardant, le visage pâle, empreint de culpabilité et de peur. Peut-être que dans son cœur, il restait un brin d'amitié pour moi. Ou peut-être avait-elle simplement peur pour son propre avenir. J'étais allongé dans les bras de Michael, sentant son cœur battre follement. J'ai entrouvert subtilement les yeux et j'ai vu son visage tout proche, un visage déformé par l'inquiétude. S'inquiétait-il pour moi ou pour sa carrière? Dans l'ascenseur, il n'arrêtait pas de m'appeler, me tapotant doucement les joues. Chloé, réveille-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai gardé les yeux fermés. Je voulais voir comment il continuerait son numéro quand nous serions seuls tous les deux. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au 30e étage. Il m'a porté à travers le couloir, a poussé la porte de mon bureau et m'a déposé doucement sur le canapé moelleux. Je savais que la véritable confrontation, la pièce dans la pièce, allait commencer, et j'étais prête pour la performance de ma vie. Je me suis senti déposé doucement sur le canapé familier. L'odeur du cuir haut de gamme et une légère fragrance d'huile essentielle de citronnelle flottaient dans l'air. Ces choses que j'avais choisies pour créer un espace de travail relaxant me donnaient maintenant l'impression d'étouffer. J'ai gardé les yeux bien fermés, mes cils tremblant légèrement, jouant le rôle d'une femme reprenant connaissance après un choc. J'ai entendu les pas précipités de Michael, le tintement des tasses et des soucoupes. Un instant plus tard, une serviette fraîche a été posée doucement sur mon front. Chloé, tu es réveillée? Bois un peu d'eau tiède. Sa voix était anxieuse et pleine de regrets. J'ai lentement ouvert les yeux, mon regard étant flou et vague. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé autour de la pièce comme si j'essayais encore de comprendre ce qui s'était passé. Michael, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien. Michael a poussé un soupir de soulagement. Peut-être pensait-il que le choc m'avait fait tout oublier temporairement. Il m'a rapidement aidé à m'asseoir, portant le verre d'eau à mes lèvres. Ce n'est rien, chérie. Ta tension a simplement chuté et tu t'es évanoui. Tu as probablement trop travaillé ces derniers temps. Il essayait de couvrir la vérité. Un mensonge flagrant. J'ai pris une petite gorgée d'eau et puis mes yeux se sont posés par inadvertance sur une photo gisant encore sur le sol près de mon bureau, la photo que j'avais intentionnellement laissée tomber de ma main quand je m'étais évanoui. Les souvenirs semblaient affluer. Mon visage est devenu pâle. J'ai pointé la photo du doigt, la voix tremblante. 7.
Cette photo. Michael a tressailli, suivant mon regard, son visage devenant livide. Il savait qu'il ne pouvait plus le cacher. Le deuxième acte de la pièce a commencé. Il s'est rapidement agenouillé près du canapé, prenant mes mains. Son visage habituellement beau et raffiné était maintenant déformé par la douleur et le remords. Chloé, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas ce que tu crois. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je suis restée silencieuse, me contentant de le regarder, les yeux remplis de larmes, pleins de blessures et de confusion. Je voulais voir quel genre d'histoire il allait inventer. C'était elle. C'est Jessica qui m'a piégé, a-t-il dit, la voix pleine d'indignation. Ce jour-là, il y avait une fête au bureau, et j'ai un peu trop bu. Elle a dit qu'il y avait une question importante concernant un nouveau projet dont nous devions discuter, alors elle m'a emmené dans sa chambre d'hôtel. J'étais trop ivre pour me rendre compte de quoi que ce soit. Quand je me suis réveillé, il était trop tard. Cette photo. Cette photo a aussi été prise par elle secrètement pour me faire chanter. Elle était jalouse de notre bonheur. Elle voulait détruire notre famille. Une histoire parfaite. Il était la victime. Un mari pitoyable piégé par une collègue de travail intrigante et manipulatrice. Tout le blâme était rejeté sur Jessica. Et lui, par amour immense pour sa femme, craignant que je sois blessé, avait tout enduré seul en silence. Si noble, si admirable. Si j'avais été la Chloé d'hier, je l'aurais peut-être cru. Mais la Chloé d'aujourd'hui trouvait cela simplement risible. Son jeu d'acteur était vraiment superbe, digne d'un acteur oscarisé. Je l'ai regardé, les larmes commençant à couler sur mes joues. Vraiment? Est-ce que c'est vrai, Michael? Pourquoi? Pourquoi Jessica me ferait-elle ça, ai-je sangloté, enfouissant ma tête sur son épaule. Mon portrait d'une épouse pitoyable et crédule était également assez réussi. Michael, voyant que je semblais le croire, s'est empressé de me serrer plus fort, sa voix devenant encore plus pressante. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Ne te blâme pas. J'avais juste peur que tu t'inquiètes et que cela affecte ta santé. J'avais l'intention de régler les choses avec elle définitivement avant de te le dire. Je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait aussi méprisable. Chloé, peux-tu me pardonner? Je jure que je n'aime que toi. Tu es la seule dans ma vie. Il a prononcé de doux vœux, des mots qui feraient fondre le cœur de n'importe quelle femme. J'ai continué à pleurer, mes épaules tremblant dans ses bras. Mais dans ce visage enfoui, personne ne pouvait voir à quel point mes yeux étaient froids. Son mensonge présentait quelques failles. Si Jessica utilisait cette photo pour le faire chanter, pourquoi la garderait-il si soigneusement dans son portefeuille? Il aurait dû la détruire. Et s'il était trop ivre pour savoir quoi que ce soit, pourquoi son sourire sur la photo était-il si radieux et heureux? Mais je ne l'ai pas démasqué. La pièce devait continuer. Après avoir pleuré un moment, j'ai levé les yeux, rougi par les larmes, vers lui. Michael, est-ce que tu me dis la vérité? Tu ne me trompes pas, n'est-ce pas? Je le jure. Je le jure sur ma vie. Alors qu'en est-il de Jessica? Comment suis-je censé lui faire face? Tu n'as rien à faire, a dit Michael, la voix se durcissant. Je m'occuperai d'elle demain. Je la ferai démissionner et quitter cette entreprise. Je ne lui laisserai pas une autre chance de te faire du mal. Il parlait avec conviction. Démissionner si vite? Mon intuition me disait que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas posé d'autres questions. J'ai simplement hoché la tête, m'appuyant sur son épaule. Alors c'est bien. Je ne veux plus la revoir. Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, personne ne pourra se mettre entre nous. Il a resserré son étreinte. Cette nuit-là, Michael est resté tard au bureau avec moi. Il était incroyablement attentionné, s'occupant de chacun de mes besoins. Le nouveau stylo Montblanc était bien en vue, accroché à la poche de sa veste de costume. De temps en temps, il le sortait, l'admirait et signait quelques mots d'essai. Il n'avait aucune idée que mon troisième œil enregistrait tout en silence, attendant le moment où lui et sa complice révéleraient leur vrai visage. Je savais que leur pièce n'était pas encore terminée, et ce stylo serait mon billet pour la place d'honneur afin d'observer les nouveaux actes trompeurs qu'ils accompliraient dans mon dos. Dans les jours qui ont suivi, ma vie semblait être revenue à la normale, du moins en surface. Michael jouait le rôle d'un mari parfaitement repentant.
Il allait au travail à l'heure, rentrait alors plus d'appels téléphoniques secrets ou de réunions de clients tard dans la nuit. Il me prêtait plus d'attention, achetant souvent de petits cadeaux et cuisinant mes plats préférés. Il jouait une pièce de réconciliation, d'un mariage sauvé après la tempête. Et moi je jouais mon rôle à merveille, moi aussi. J'étais une épouse pardonnante qui avait cru entièrement à la repentance de son mari. Je riais et bavardais joyeusement, je regardais des films avec lui, je dînais avec lui. Je n'évoquais plus le passé, je ne montrais plus de suspicion. Notre appartement était de nouveau rempli de rire, un genre de rire d'une fausseté glaciale. Quant à Jessica, comme Michael l'avait dit, elle a disparu. Le lendemain de l'incident de la photo, son bureau avait été vidé. Les ressources humaines ont annoncé qu'elle avait démissionné brusquement pour des raisons personnelles. Tout le monde dans l'entreprise continuait de chuchoter et de cancaner, mais personne n'osait parler ouvertement. Il me regardait simplement avec un mélange de pitié et d'une pointe de respect. Il pensait que moi, la PDG, j'avais rapidement réglé son compte à l'autre femme. Il n'avait aucune idée que je n'étais qu'une spectatrice malgré moi. Mais je ne croyais pas que les choses étaient aussi simples. Quelqu'un d'aussi intelligent et ambitieux que Jessica n'abandonnerait pas facilement son poste de directrice de la R&D, un poste qu'elle avait travaillé si dur pour obtenir juste à cause d'un scandale amoureux. Et Michael, s'il voulait vraiment rompre, aurait pu la licencier immédiatement sans avoir besoin qu'elle démissionne volontairement. Ce départ silencieux ressemblait plus à une retraite calculée qu'à une punition. Le stylo Mont Blanc trônait toujours bien en vue sur la veste de Michael chaque jour. Il l'adorait, le traitant comme un symbole de pouvoir et aussi de mon pardon. Il n'avait aucune idée qu'il agissait comme une puce loyale, enregistrant silencieusement chaque son, chaque conversation qu'il avait. 3 jours. J'avais attendu patiemment pendant 3 jours. Je savais que je ne pouvais pas récupérer le stylo trop tôt, cela éveillerait les soupçons. Je devais attendre le moment parfait. Et l'opportunité s'est présentée le soir du 3e jour. Michael a dit qu'il avait une réunion importante avec un client dans un club de golf. Il est rentré, a pris une douche, s'est changé pour mettre des vêtements de sport, puis s'est précipité dehors. Mais dans sa hâte, il a laissé sa veste de costume, avec le stylo accroché à l'intérieur, sur le canapé. J'ai attendu que le bruit de sa voiture se soit complètement estompé avant de me précipiter vers elle. Mon cœur battait la chamade. J'ai retiré le stylo en tremblant et je l'ai branché sur mon ordinateur portable via un câble spécial. Un dossier audio est apparu contenant des dizaines d'enregistrements nommés par date et heure. J'ai mis mon casque, pris une grande inspiration et cliqué sur le premier enregistrement effectué juste après que je lui ai donné le stylo. Au début, ce n'était que des bruits ambiants, des bruits de papier, le clic d'un clavier. Puis j'ai entendu la porte de son bureau s'ouvrir. « Tu peux entrer maintenant » a dit la voix de Michael. « Tu ne vas pas fermer la porte ? Tu veux que tout le monde soit au courant » a répondu une voix féminine, familière et déchirante. C'était Jessica. Elle n'avait donc pas démissionné. Elle rencontrait toujours secrètement mon mari, ici même, dans l'entreprise. Ne t'inquiète pas, personne n'ose monter au 30e étage à cette heure-ci. La voix de Michael contenait une pointe d'agacement. As-tu causé assez de problèmes ? Sais-tu combien de mal je me suis donné pour apaiser cette vieille femme ? Le sais-tu ? Cette vieille femme ? C'est ainsi qu'il m'appelait. Causer des problèmes. La voix de Jessica est devenue tranchante. Michael, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qui a été assez imprudent pour laisser cette photo dans son portefeuille ? Sais-tu à quel point j'ai été humilié à cause de ça ? Maintenant, tout le monde dans l'entreprise me regarde comme une traînée. Comment puis-je seulement montrer mon visage au travail ? Je t'ai dit de prendre un repos temporaire à la maison. Quand les choses se seront calmées, je trouverai un moyen de te faire revenir. Ce poste de RD, qui d'autre pourrait l'occuper à part toi ? Temporaire pour combien de temps ? 1 mois, 2 mois, ou toute une vie ? Ne sois pas déraisonnable, a aboyé Michael. Notre grand projet est sur le point de réussir et tu penses à abandonner pour cette petite chose. Te souviens-tu de notre objectif ? C'est cette entreprise entière, Evergreen Pharmaceuticals. Mes oreilles bourdonnaient. Cette photo n'était donc pas seulement la preuve d'une liaison, elle avait involontairement exposé une conspiration bien plus vaste. Il n'essayait pas seulement de me tromper émotionnellement, il voulait s'emparer de l'œuvre de toute une vie de mon père. J'ai tremblé et appuyé de nouveau sur lecture. Bien sûr que je m'en souviens. La voix de Jessica s'est adoucie, semblant persuadée.
Mais ta femme n'est pas aussi idiote que tu le penses. J'ai peur qu'elle ne commence à soupçonner quelque chose. Soupçonner quoi? Michael s'esclaffa, un sourire plein de confiance et de mépris dans la voix. Tu ne sais pas à quel point elle m'aime. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui dire quelques mots doux, verser quelques larmes de crocodile, et elle me croira aveuglément. Elle m'aime si éperdument qu'elle me remettrait toute sa fortune sans un instant d'hésitation. Une femme pathétique et transie d'amour. C'est pour cela que nous avons cette opportunité. Pathétique, transie d'amour, voilà ce qu'il pensait de moi. De l'amour que je lui avais donné. Alors, quelle est la prochaine étape? Demanda Jessica. Je vais continuer à jouer le rôle du mari repentant. Et en même temps, je vais commencer à lui parler des difficultés de l'entreprise, de la pression que je subis. Je vais faire en sorte qu'elle se lasse des affaires, qu'elle sente qu'elle devrait prendre du recul et me laisser la protéger. Progressivement, je la persuaderai de me transférer une partie de ses actions sous prétexte d'avoir plus de poids au conseil d'administration pour protéger l'héritage de son père. Ça a l'air bien. Mais si elle n'est pas d'accord? Un long silence. Puis la voix de Michael s'éleva, si froide qu'elle me fit frissonner. Si elle n'est pas d'accord, alors nous devrons recourir au plan B. Le plan B? Exactement. Un accident? Un petit accident? Par exemple, une défaillance des freins ou une crise cardiaque soudaine due au surmenage. Chloé a des antécédents de légers problèmes cardiaques. Tu sais qu'un seul choc au bon moment et tout sera résolu. Ensuite, en tant qu'époux légal, j'hériterai naturellement de tout. J'arrachai les écouteurs et les jetai sur la table. Je ne pouvais plus écouter. Tout mon corps tremblait, non pas de peur, mais de rage. Une rage extrême, une indignation brûlante qui me glaçait jusqu'aux os. Il ne voulait pas seulement voler mes biens, il voulait me tuer. Mon mari, avec qui je partageais mon lit, et ma meilleure amie, en qui j'avais une confiance absolue, ils étaient un couple de serpents venimeux planifiant secrètement de mettre fin à mes jours de la manière la plus cruelle qui soit. La luxueuse chambre d'hôtel parut soudain aussi froide qu'une grotte de glace. Je restais assise là, figée dans l'obscurité. Les mots de Michael, j'hériterai naturellement de tout, résonnaient sans cesse dans ma tête. Un testament, n'est-ce pas? Mon testament. Si je mourais sans testament, lui, en tant que mari, serait l'héritier légal. Et je savais que Jessica et lui y avaient certainement pensé. Peut-être attendait-il juste le bon moment, attendant que je signe un accord de transfert ou qu'un accident survienne. Un sourire amer se dessina sur mes lèvres. Michael, Jessica, vous avez planifié méticuleusement, mais vous avez oublié une chose, la proie que vous chassez n'est pas aussi faible et stupide que vous l'imaginez. Je ne vous laisserai pas réussir. Non seulement je protégerai mes biens, mais je dois aussi protéger ma vie. Et je vous ferai payer pour chaque stratagème malveillant, chaque calcul pervers. Mais pour cela, je ne pouvais pas agir seul. J'avais besoin d'un allié, quelqu'un d'assez intelligent, d'assez digne de confiance et d'assez puissant pour les affronter. Un seul nom me vint à l'esprit. Une personne vers qui j'aurais dû me tourner dès le début. La colère et la peur initiale s'apaisèrent progressivement, remplacées par une clarté glaciale. Je ne pouvais pas rester assise ici à trembler de peur. Je devais agir pour avoir une longueur d'avance sur eux. Je récupérai le stylo enregistreur et le replaçai soigneusement à sa position d'origine dans la veste de costume de Michael. La pièce devait continuer, et ce troisième œil devait encore remplir son office. Tôt le lendemain matin, je quittai l'hôtel, ne rentrant pas chez moi, mais me dirigeant directement vers un vieux quartier de manoirs majestueux de la ville. Cette zone était radicalement différente de l'agitation du centre-ville. L'atmosphère y était calme et digne, avec d'anciens chênes projetant des ombres fraîches. J'arrêtai la voiture devant une villa blanche au portail en fer forgé complexe. C'était la résidence privée et le cabinet d'avocat de Monsieur Roberts. Maître James Roberts, un nom respecté par quiconque dans les cercles d'affaires de la ville. Il était non seulement le meilleur avocat en droit des sociétés, mais aussi le plus proche ami de mon père, le partenaire qui avait aidé mon père à bâtir Evergreen Pharmaceuticals depuis ses débuts difficiles. Après le décès de mon père, il s'était retiré pour devenir conseiller juridique principal de l'entreprise. Mais je savais que pour lui, Evergreen Pharmaceuticals n'était pas seulement un client, c'était le dévouement, l'héritage de son ami défunt. Depuis que j'avais épousé Michael, Monsieur Roberts m'avait subtilement averti à quelques reprises d'être prudente. Il disait qu'il n'avait pas un bon pressentiment concernant ce jeune homme trop parfait et quelque peu ambitieux. Mais à l'époque,
j'étais trop plongé dans l'amour et j'avais ignoré tous ses conseils. Maintenant, avec le recul, je réalisais à quel point j'avais été stupide. La jeune secrétaire me reconnut immédiatement. « Bonjour, mademoiselle Anderson. Êtes-vous ici pour voir monsieur Roberts? Avez-vous un rendez-vous? Non, mais s'il vous plaît, dites-lui que c'est une question urgente concernant la survie d'Evergreen Pharmaceuticals. » En entendant cela, la secrétaire n'osa pas tarder et entra rapidement. Quelques secondes plus tard, la lourde porte en bois du bureau s'ouvrit et monsieur Roberts apparut. Il était au début de la soixantaine, ses cheveux poivre et sel soigneusement peignés. Son visage était résolu, ses yeux toujours aussi vifs. « Chloé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles bouleversée. » Je ne dis rien, j'entrai simplement. Quand la porte du bureau se referma, la force que je m'étais forcé à maintenir pendant si longtemps s'effondra soudainement. J'éclatai en sanglots des larmes d'amertume, de ressentiment et de peur. Je lui tendis mon téléphone avec le fichier audio que j'avais sauvegardé. Monsieur Roberts mit silencieusement les écouteurs. Son visage se durcissait à chaque instant. Ses sourcils broussailleux se froncèrent, ses mains se serrèrent en poing sur la table. Quand l'enregistrement se termina, il retira les écouteurs. L'air dans la pièce semblait épais. Il ne dit rien, se leva simplement, marcha vers la fenêtre et alluma une cigarette, une habitude qu'il ne s'autorisait que lorsqu'il envisageait un problème très sérieux. J'ai eu tort, sa voix était grave et enrouée. J'aurais dû être plus ferme pour empêcher ce mariage. J'ai sous-estimé leur ruse. Il se tourna pour me regarder, ses yeux n'étaient plus réprobateurs, mais remplis de tristesse et d'une colère brûlante. Chloé, n'aie pas peur. Tant que je serai en vie, personne ne pourra te toucher ni voler Evergreen Pharmaceuticals. Je te le promets, et je le promets à mon ami disparu. Ces paroles furent comme un sédatif, calmant mon âme tourmentée. Pour la première fois depuis la découverte de la vérité, je sentais que je n'étais pas seul. J'avais un soutien solide. Maintenant, la première chose que nous devons faire, il écrasa sa cigarette et retourna à son bureau, retrouvant son attitude d'avocat chevronné, c'est de neutraliser leur atout maître, ton testament. Mon testament? Exactement. Selon la loi, s'il t'arrivait quelque chose de malencontreux sans testament, ton principal héritier légal serait ton mari, Michael Johnson. C'est pour cela qu'ils veulent agir. Nous devons créer un nouveau testament immédiatement. Il m'expliqua que nous allions rédiger un nouveau testament. Il stipulerait qu'en cas de décès prématuré, tous mes biens et actions dans Evergreen Pharmaceuticals seraient transférés à une fondation caritative gérée par lui, et non à Michael. Ce testament serait légalement notarié et une copie conservée au cabinet d'avocats. Le plus important, souligna-t-il, c'est que nous devons trouver un moyen pour que Michael apprenne accidentellement l'existence de ce testament. Lorsqu'il réalisera que même si tu meurs, il ne touchera pas un centime, son plan d'accident deviendra inutile. Il devra passer au plan A, en essayant de te tromper pour que tu lui transfères tes actions. J'acquiesçai, comprenant son intention. C'était une stratégie pour couper leur voie de repli, éliminant leur mobile pour un meurtre. Une fois ta vie en sécurité, nous commencerons notre contre-attaque. Monsieur Roberts me regarda, une lueur vive dans les yeux. Tu as dit qu'il voulait te tromper pour te faire signer des documents de transfert d'actions, n'est-ce pas? Bien. Nous utiliserons leur propre piège contre eux, en le transformant en leur perte. Un plan audacieux et complexe commença à se dessiner. Je continuerai à jouer le rôle de la femme vulnérable, paraissant de plus en plus découragée par les affaires. Je laisserai accidentellement Michael voir le Nouveau Testament, en mentant en disant que c'était la dernière volonté de mon père et que je le faisais pour protéger son héritage. Cela convaincrait davantage Michael que j'étais naïve et facilement manipulable. Ensuite, lorsqu'il formulerait sa demande de transfert d'actions, j'accepterais, mais avec des conditions fixées par nous. Dans cette partie d'échecs, nous ne serons pas seulement en défense, nous attaquerons activement, conclut Monsieur Roberts, la voix pleine de confiance. Tu n'as qu'une chose à faire, jouer ton rôle à la perfection. Je m'occuperai de tout le reste. En quittant le bureau de Monsieur Roberts, mon cœur se sentit à nouveau ferme. La peur s'était évanouie, remplacée par la détermination et une pointe d'impatience pour la confrontation à venir. Michael, Jessica, vous avez choisi le mauvais adversaire. Dans cette pièce, je ne serai pas seulement une actrice, je serai la metteuse en scène, celle qui décide de la fin pour tout le monde. Sur le chemin du retour, je passai devant une bijouterie haut de gamme. J'arrêtai la voiture et entrai.
J'avais besoin de quelques accessoires pour rendre ma pièce encore plus réaliste. Michael, Jessica, vous aimez la tromperie, n'est-ce pas? Très bien, je vais vous montrer ce qu'est le véritable art de la comédie. Amis, un contre-plan a été tracé. Une bataille d'esprit est sur le point de commencer. Chloé pourra-t-elle jouer parfaitement le rôle d'une épouse naïve et transie d'amour? Michael et Jessica tomberont-ils facilement dans le piège? Cette bataille connaîtra de nombreux rebondissements inattendus. Si vous attendez également avec impatience la confrontation à venir, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Votre partage sera un avertissement pour les trompeurs et un encouragement inestimable pour que des histoires de justice comme celle-ci soient plus largement connues. Le lendemain, je retournai au bureau avec une attitude complètement différente. Fini la robe d'affaires noire et stricte de la veille. J'ai choisi une élégante robe droite de couleur crème, avec un maquillage léger et des cheveux flottants naturellement. Je voulais projeter l'image d'une femme qui avait trouvé la paix après la tempête, une épouse qui avait complètement pardonné et fait confiance à son mari. En entrant dans l'entreprise, j'ai souri et salué tout le monde, un sourire doux et quelque peu las. En passant devant le bureau de Jessica, où quelqu'un d'autre était désormais assis, j'ai délibérément marqué une pause, mes yeux gardant un regard fugace de tristesse lointaine. Je voulais que tout le monde voie que j'étais toujours affecté par la trahison de ma meilleure amie, que j'étais une personne profondément émotive. Michael m'a vu arriver et s'est empressé de venir m'accueillir, le visage plein d'inquiétude. « Tu es là? Pourquoi n'es-tu pas resté à la maison un jour de plus pour te rétablir complètement? » « Je vais bien. »« Être seul à la maison est trop triste, répondis-je, la voix faible. D'ailleurs, il y a tellement de travail à l'entreprise. Je ne peux pas tout te laisser. » Tout au long de cette journée, j'ai délibérément paru distraite et peu concentrée dans mon travail. J'ai appelé Michael à plusieurs reprises dans mon bureau, l'interrogeant sur des questions insignifiantes, des choses que j'aurais pu décider facilement seul en un clin d'œil auparavant. Je voulais qu'il voie que je perdais peu à peu ma vivacité, que je commençais à dépendre de lui. À l'heure du déjeuner, j'ai demandé à ma secrétaire de commander un repas somptueux dans un restaurant français, disant que je voulais célébrer le fait que la tempête était passée. Pendant le repas dans mon bureau, je lui ai servi du vin de manière proactive. Michael, dis-je, les yeux rêveurs posés sur lui. Ce qui s'est passé m'a vraiment fait peur. J'ai réalisé que le travail, l'argent. Rien n'est aussi important que ma famille. Je veux juste une vie paisible avec toi à mes côtés. Ça me suffit. Le visage de Michael s'est illuminé de joie en entendant cela. Il m'a pris la main, la voix pleine d'émotion. Chloé, je le pense aussi. Tu as trop travaillé. Tu devrais vivre comme une reine, protégée et chérie par moi. Mais Evergreen Pharmaceuticals, c'est l'œuvre de la vie de mon père, dis-je, la voix un peu hésitante. Je ne peux pas simplement l'abandonner. Bien sûr que non, dit-il rapidement, comme s'il craignait que je change d'avis. Je ne voulais pas dire ça. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux garder ton poste de PDG, mais laisse-moi les maux de tête, les affaires internes et externes complexes. Tu n'as qu'à faire ce que tu aimes. Vraiment, Michael? Je l'ai regardé, les yeux étincelants d'espoir. Ça ne te dérangera pas? Déranger quoi? Prendre soin de ma femme est ma responsabilité, sourit-il, un sourire que je savais plein de calculs. Mon plan commençait à fonctionner. Le poisson cupide nageait lentement vers la pâte en temps. Quelques jours plus tard, j'ai franchi l'étape suivante. J'ai accidentellement laissé un dossier sur mon bureau alors que je sortais déjeuner avec un client. Le dossier contenait une copie du Nouveau Testament que M. Roberts et moi avions préparé, ainsi que quelques documents relatifs à la fondation caritative. Je savais avec certitude qu'avec sa nature méfiante et curieuse, Michael ne laisserait pas passer l'occasion de regarder secrètement. Et juste comme je l'avais prédit, à mon retour, j'ai remarqué que le dossier avait été déplacé de quelques centimètres par rapport à sa position initiale. Un détail infime, mais suffisant pour que je sache qu'il l'avait vu. Ce soir-là, en rentrant à la maison, il était très attentionné, mais je sentais une agitation, une inquiétude cachée derrière ses yeux. Pendant le dîner, il a demandé nonchalamment, « Chloé, j'ai remarqué que tu lisais beaucoup sur les fondations caritatives ces derniers temps. » J'ai fait semblant d'être surprise. « Comment le sais-tu? » « Oh, je l'ai juste vu sur ton bureau, dit-il rapidement. »« As-tu des projets? » J'ai soupiré, déposant un morceau de nourriture dans son bol. « Ce n'est pas grand-chose, Michael. C'est juste qu'après tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup réfléchi.
Mon père, avant de mourir, m'avait dit que si jamais je me sentais fatigué et ne voulais plus porter le fardeau d'Evergreen Pharmaceuticals, je devrais faire don de la majeure partie de mes biens à des œuvres caritatives afin d'accumuler de bons mérites pour lui. J'ai également rédigé un testament conformément à ses souhaits. Mes paroles furent comme un seau d'eau froide versé sur le visage de Michael. J'ai vu sa main tenant ses baguettes s'arrêter un instant. Un testament? Pourquoi? Pourquoi si soudainement? Ce n'est rien, Michael, j'ai souri légèrement. Juste une précaution. On dit que la vie et la mort sont imprévisibles. Il vaut mieux être préparé. D'ailleurs, j'ai confiance en toi. Je sais que tu seras toujours à mes côtés pour prendre soin de moi. Mais je ne peux pas aller contre la dernière volonté de mon père. Mon explication était à la fois innocente et logique, ne lui laissant aucune place au soupçon. Mais je savais que son cœur bouillonnait. Le plan B, son plan d'accident, avait complètement échoué. Désormais, s'il m'arrivait quoi que ce soit, il ne toucherait rien. Toute ma fortune irait à la fondation caritative. Il resta silencieux, le visage pensif. Il réfléchissait, recalculait son plan, et je savais qu'il ne lui restait qu'une seule voie, accélérer le plan A pour me tromper et me faire signer les papiers de transfert d'action de mon vivant. Cette nuit-là, j'ai récupéré le stylo enregistreur. Le contenu était encore plus dramatique que la fois précédente. Je l'ai entendu appeler Jessica, la voix pleine d'irritation et d'urgence. Les choses ont changé. Elle a fait un testament. Si elle meurt, nous n'aurons rien. Quoi? Comment est-ce possible? La voix de Jessica était alarmée. Je n'en sais rien non plus. Elle dit qu'elle suit les volontés de son père. Cette femme stupide, même maintenant, croit encore au conseil d'un vieux mort. Michael grinça des dents. Nous ne pouvons plus attendre. Nous devons accélérer le plan. Je vais trouver un moyen de lui faire détester son travail. De lui faire voir qu'elle ne peut pas diriger l'entreprise sans moi. Comment? Ton département RD prépare quelques projets fantômes pour moi. Des projets qui ont l'air très prometteurs mais qui sont en réalité des gouffres financiers. Je les lui présenterai, je la persuaderai de les approuver. Quand ces projets échoueront, causant des pertes à l'entreprise, elle se sentira impuissante et me remettra naturellement le pouvoir. D'accord, je peux m'en charger. Bien. Assure-toi juste que ce soit discret. Nous devons gagner cette partie. J'ai éteint l'enregistrement, un sourire froid se dessinant à nouveau sur mes lèvres. Des projets fantômes. Excellent. Vous voulez me tendre un piège? Je vais vous laisser faire. Je vais entrer moi-même dans ce piège, mais quand j'en sortirai, celui qui sera piégé ne sera pas moi. J'ai sorti l'accessoire que j'avais acheté à la bijouterie l'autre jour. C'était une superbe bague en diamant à face saphir, mais ce n'était pas qu'une bague normale. La face saphir était en réalité une caméra miniature capable d'enregistrer des vidéos et du son en haute résolution. Michael, Jessica, je vous ai préparé une grande scène. Allez-y, jouez. Déchaînez vos stratagèmes les plus sales. Je serai au premier rang, enregistrant tout silencieusement et attendant la soirée d'ouverture. Mon jeu avec Michael se poursuivait sans faille. Devant tout le monde, nous étions un couple dévoué qui venait de surmonter une tempête, notre amour se renforçant. Il venait me chercher au travail, préparait des dîners romantiques et tenait des paroles douces. Et je jouais parfaitement le rôle d'une épouse délaissant peu à peu le fardeau de sa carrière pour s'appuyer sur l'épaule solide de son mari. Je me plaignais souvent des pressions du travail, des chiffres financiers frustrants, des réunions interminables. Tu as raison, Michael, disais-je en appuyant ma tête sur son épaule chaque soir, la voix lasse. Je ne suis vraiment pas faite pour le monde des affaires. Je veux juste être une femme normale, rester à la maison et m'occuper de toi. Chaque fois que je disais cela, les yeux de Michael brillaient d'une lueur triomphante. Il s'empressait de me réconforter. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je m'occuperai de tout à l'entreprise. Tu as juste besoin d'être belle et heureuse. Il n'avait aucune idée que pendant qu'il se perdait dans sa satisfaction personnelle, la bague saphir à mon doigt enregistrait tout silencieusement. Ses moindres mots, ses moindres gestes, ses moindres expressions étaient capturés clairement. Et puis, juste comme je l'avais prédit, Jessica commença à agir. Une semaine plus tard, lors de la réunion d'information hebdomadaire, elle, bien qu'ayant démissionné, réapparut de manière inattendue. Michael expliqua à tout le monde que,
parce que le projet de développement d'une nouvelle gamme de produits à base de plantes entrait dans une phase critique et que Jessica était la personne la plus compétente, il l'avait spécifiquement réinvitée en tant que consultante de projet pour achever le travail. J'étais assise sur ma chaise, observant silencieusement. Les autres chefs de département chuchotaient un peu, mais avec le soutien de Michael et mon silence, personne n'osait objecter. Je savais que c'était le moment où ils allaient commencer à lancer l'appât. Jessica, dans son rôle de consultante, présenta avec éloquence un nouveau projet appelé Evergreen Wellness. Elle peignit une vision magnifique, une gamme totalement nouvelle de produits fonctionnels extraits d'une plante rare trouvée dans le Pacifique Nord-Ouest, capable de guérir tous les maux. Elle présenta des données de recherche et des graphiques de croissance projetés impressionnants. Ce sera une révolution dans l'industrie pharmaceutique fonctionnelle, conclut-elle avec assurance. Tant que nous investissons massivement dans la phase initiale pour construire des zones de culture et des installations d'extraction, je suis convaincu qu'en 2 ans, Evergreen Wellness rapportera 5 à 10 fois le profit. J'écoutais, faisant tourner doucement la bague à mon doigt. Le plan semblait séduisant, mais avec l'expérience et la perspicacité aiguisée transmise par mon père, j'ai immédiatement reconnu les points illogiques. L'investissement initial était trop important, la période de récupération trop longue, et les chiffres qu'elle présentait étaient d'un optimisme irréaliste. C'était le gouffre financier qu'il m'avait préparé. Michael prit immédiatement la parole pour la soutenir. Je suis tout à fait d'accord avec l'opinion de la consultante Jessica Davis. C'est une opportunité en or que nous ne pouvons pas manquer. Chloé, qu'en penses-tu? Il se tourna vers moi, les yeux pleins d'attente. Tout le monde dans la salle de réunion tourna son regard vers moi. Ils attendaient la décision de la PDG. J'ai fait semblant d'hésiter, fronçant les sourcils en réfléchissant longuement. J'ai regardé le plan détaillé que Jessica avait préparé. Tout était fait de manière très professionnelle. Il était difficile d'y trouver des failles en ne faisant que le parcourir. Je pense que ce projet a beaucoup de potentiel, dis-je, la voix un peu hésitante. Mais l'investissement initial semble un peu élevé. N'est-ce pas trop risqué? Un risque élevé signifie une récompense élevée, chérie, Michael me persuada rapidement. Fais-moi confiance. Avec mon expérience et le talent de Jessica, nous réussirons certainement. Ne t'inquiète plus pour les chiffres. Laisse-moi faire. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Jessica. Tous deux me regardaient avec des yeux impatients et une attente non formulée. Je savais que si je refusais, ils trouveraient un autre moyen. Le meilleur moyen était de les laisser mener à bien leur plan. De cette façon, ils révéleraient pleinement leur vrai visage. D'accord, alors, soupirai-je, feignant d'être totalement convaincu. Si vous êtes si confiant, je vous fais confiance. Nous allons de l'avant avec ce projet. Une joie à peine dissimulée traversa les visages de Michael et de Jessica. Ils se regardèrent, échangeant un coup d'œil triomphant. Ils pensaient que personne ne les voyait, mais je l'ai vu. La caméra miniature sur mon épingle de revers a tout vu. Immédiatement après la réunion, je suis retourné seul dans mon bureau. La première chose que j'ai faite a été de copier la vidéo de la bague. La vidéo enregistrait clairement tout le déroulement de la réunion, de la présentation de Jessica et du soutien de Michael à leur regard triomphant. Mais cela ne suffisait pas. J'avais besoin de preuves plus concrètes qu'il s'agissait d'un projet fantôme. J'ai appelé Monsieur Roberts. Monsieur Roberts, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose. S'il vous plaît, faites enquêter quelqu'un sur une plante spécifique du Pacifique Nord-Ouest et sur la faisabilité de ce projet l'Evergreen Wellness. J'ai besoin des résultats le plus tôt possible. Monsieur Roberts ne posa pas beaucoup de questions, répondit simplement brièvement, « Ne t'inquiète pas, Chloé, je m'en occupe. » Dans les jours qui suivirent, Michael et Jessica furent incroyablement occupés. Ils tenaient constamment des réunions, me présentant une avalanche de documents et de contrats liés au projet. Accords de location de terrain, contrats d'achat d'équipement, contrats avec des fournisseurs de semences, tout était subtilement falsifié. Moi, dans mon rôle de PDG fantoche, je me contentais de hocher la tête et de signer. Chaque fois que je posais le stylo sur le papier, Michael me regardait avec des yeux tendres, me félicitant sans cesse. Ma femme est si douée. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Il n'avait aucune idée qu'avant de signer chaque document, j'utilisais ma bague pour en enregistrer tout le contenu. Et chaque soir, j'envoyais ces copies à Monsieur Roberts pour qu'il les garde en sécurité. Je leur remettais personnellement les actifs de l'entreprise, mais en même temps,
je collectais aussi personnellement des preuves irréfutables pour les mettre derrière les barreaux. Une semaine plus tard, Monsieur Roberts m'appela. « Chloé, j'ai les résultats. La plante dont ils ont parlé existe bel et bien, mais il marqua une pause, c'est une plante toxique sans aucune propriété médicinale. En fait, si elle est mal utilisée, elle peut être mortelle. Et toutes les entreprises partenaires qu'ils ont présentées sont des sociétés écrans créées il y a seulement quelques semaines. » J'ai serré le téléphone plus fort. C'était donc clair, ce n'était pas seulement une combine pour brûler de l'argent, c'était un plan profondément malveillant. Si ce produit était fabriqué et mis sur le marché, les conséquences seraient inimaginables. Cela détruirait non seulement les finances d'Evergreen Pharmaceuticals, mais aussi la réputation et l'honneur que mon père avait bâti toute sa vie. Cela pourrait même mettre en danger la vie des consommateurs. Michael, Jessica, vous n'êtes pas seulement cupide, vous êtes inhumain. Au même moment, Michael entra dans mon bureau, son habituel faux sourire toujours aux lèvres. Chérie, tout progresse très bien. Je pense qu'il est temps pour nous d'apporter un changement plus important pour que le projet se déroule sans accroc. Je savais que le moment que j'attendais était enfin arrivé. Le renard rusé n'était plus assez patient. J'ai levé les yeux, faisant semblant de me détacher des papiers que j'examinais, et j'ai adressé à Michael un sourire quelque peu las. Un grand changement? Que veux-tu dire? Il s'approcha, se plaça derrière ma chaise et posa ses mains sur mes épaules, commençant son massage affectueux. Ses doigts glissaient sur mes épaules, un geste que je réclamais autrefois, mais qui maintenant ne m'inspirait que du dégoût. Tu vois, commença-t-il, la voix grave et persuasive, le projet Evergreen Wellness est un projet stratégique. Il déterminera l'avenir d'Evergreen Pharmaceuticals. Mais actuellement, certains problèmes surgissent. Quels problèmes, Michael, demandai-je, feignant l'inquiétude. Quelques membres du conseil d'administration, surtout les conservateurs proches de M. Roberts, ils ne sont pas très favorables à ce projet. Ils pensent que c'est trop risqué. Chaque fois que je veux accélérer les progrès ou que je veux débloquer une grosse somme d'argent, ils trouvent des moyens de retarder les choses, en me demandant de tout présenter et de tout expliquer. Il poussa un profond soupir exaspéré. Je ne suis que le directeur des ventes. Ma voix n'a pas assez de poids. À ce rythme, nous allons manquer notre opportunité en or. Il avait à moitié raison. Monsieur Roberts, conformément à notre plan, rendait effectivement les choses difficiles. Il exigeait constamment que Michael présente des rapports de dépenses détaillés et demandait à Jessica de fournir davantage de preuves scientifiques sur les propriétés miraculeuses de cette herbe. Tout cela pour prolonger le processus et rendre Michael plus impatient, plus désespéré. Alors, que faisons-nous maintenant, Michael? Je tournai ma chaise pour lui faire face, les yeux pleins de confusion et de confiance. Devrais-je leur parler? Non, pas besoin, Michael fit rapidement un geste de la main. Tu es fatigué. Je ne veux plus que tu t'inquiètes. J'ai déjà un plan. Je ne sais juste pas si tu seras d'accord. Il hésita, feignant une extrême difficulté. Dis-le-moi, Michael. Tant que c'est bon pour l'entreprise, pour l'héritage de mon père, je le ferai. Mes paroles furent comme un stimulant, faisant briller ses yeux. Il s'agenouilla devant moi, prenant mes deux mains, commençant l'acte principal. Chloé, pour que j'aie le plein pouvoir de décision afin de faire taire toutes les critiques et faire avancer le projet le plus rapidement possible, j'ai besoin d'un titre officiel. J'ai besoin d'une autorité réelle. Une autorité réelle? Oui. Il me regarda profondément dans les yeux. Je veux que tu signes un accord de procuration temporaire me conférant l'autorité de gérer l'entreprise pendant 6 mois. Durant ces 6 mois, je m'occuperai de tout pour toi, des affaires internes aux relations externes. Tu auras juste besoin d'être à mes côtés, un pilier de soutien solide. Cela suffira. Après 6 mois, quand le projet sera sur les rails, je te promets que je te rendrai tout. Ensuite, que tu veuilles continuer à diriger l'entreprise ou te retirer complètement, je respecterai ta décision. Enfin, le renard montrait sa queue. Procuration temporaire, 6 mois, les mots sonnaient bien, mais je savais qu'une fois ce papier signé, il ne rendrait plus rien. 6 mois, c'était plus qu'il n'en fallait pour que Jessica et lui vident l'entreprise, transfèrent tous les actifs et me laissent une coquille vide. Je restais silencieuse, faisant semblant de réfléchir. La bague saphir à mon doigt faisait toujours tranquillement son travail, enregistrant chaque expression faciale, chaque mot, chaque geste calculateur de l'homme agenouillé devant moi. Voyant mon hésitation, Michael insista.
Tu ne me fais pas confiance, Chloé? Je fais tout cela uniquement pour ton bien, pour Evergreen Pharmaceuticals. Je ne veux plus te voir lutter et te fatiguer. Je te fais confiance, dis-je, la voix tremblante. Mais c'est énorme. Te confier toute l'entreprise. J'ai peur que les gens parlent, qu'ils te critiquent. Je n'ai pas peur, m'interrompit-il, la voix résolue. Je n'ai pas peur que les gens me traitent d'ambitieux ou de soif de pouvoir. J'ai seulement peur de te voir souffrir. Tant que tu me fais confiance, je me fiche de ce que dit le reste du monde. Un mensonge doux et touchant. Il avait touché la psychologie d'une épouse qui aimait son mari et voulait le protéger des commérages. Mais je feignais toujours l'inquiétude. N'est-ce pas trop soudain? Qu'en penseront les autres membres du conseil? Michael semblait alors avoir déjà préparé ce scénario. Nous rendrons tout légitime. Nous ne signerons pas cela en secret. Au lieu de cela, je veux que tu convoques une réunion extraordinaire du conseil d'administration la semaine prochaine. Une réunion du conseil? Exactement. Il acquiesça, le visage plein de confiance. Lors de cette réunion, devant tout le monde, tu annonceras officiellement cette décision. Tu diras qu'en raison de ta santé et de ton désir de prendre du recul pour te concentrer sur ta famille, tu as décidé de me confier temporairement le pouvoir de direction. De cette façon, personne ne pourra s'y opposer. Ils ne verront que la confiance absolue que tu places en ton mari. Ils devront admirer notre amour. Quel plan parfait! Il ne voulait pas seulement le pouvoir, il le voulait de la manière la plus glorieuse, la plus légitime possible. Il voulait faire de moi un outil pour se glorifier lui-même, pour prouver qu'il était un mari talentueux, profondément aimé et respecté par sa femme. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai lentement hoché la tête, affichant un sourire radieux, un sourire de résignation et de bonheur. D'accord, je ferai ce que tu dis. Je ferai savoir au monde entier à quel point mon mari est talentueux et digne de confiance. Michael était transporté de joie. Il m'a serré fort dans ses bras, me soulevant et me faisant tournoyer. Chloé, tu es incroyable. Je t'aime. J'ai passé mes bras autour de son cou, posant ma tête sur son épaule, mais mes yeux fixaient la fenêtre, froid et acéré. Michael, Jessica, la dernière étape est prête, et je promets que ce rappel sera spectaculaire. Ce sera une pièce que vous n'aurez plus jamais la chance de voir de votre vie. Le voyez-vous? Le piège a été parfaitement tendu, et la proie triomphe totalement sans l'ombre d'un soupçon. Cette réunion extraordinaire du conseil d'administration sera sûrement une performance captivante. Êtes-vous curieux de savoir ce que Chloé et Monsieur Roberts ont préparé pour cette révélation spectaculaire? Si oui, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour Echo of the Past dès maintenant. Car en vous abonnant, vous ne serez pas seulement un membre du public, mais un compagnon de mon voyage à travers les moments les plus tendus pour témoigner de la justice rendue. Abonnez-vous maintenant pour ne pas manquer le point culminant à venir. Une semaine s'est écoulée en un clin d'œil. Pour Michael et Jessica, ce dut être une semaine remplie d'empressement et d'anticipation. Pour moi, ce fut une semaine de préparation méticuleuse et d'un calme effrayant. Monsieur Roberts et moi avons travaillé sans relâche. Toutes les preuves des fichiers audio et vidéo aux documents sur les projets fantômes ont été systématiquement organisées. Monsieur Roberts, avec son expérience d'avocat chevronné, a tracé chaque étape, anticipant chaque issue possible. Le jour de la réunion extraordinaire du conseil d'administration est enfin arrivé. Le ciel au-dessus de la ville ce jour-là était clair et sans nuages, mais l'atmosphère à l'intérieur de la plus grande salle de réunion d'Evergreen Pharmaceuticals était suffocante. Tous les membres du conseil, les principaux actionnaires et les chefs de département clés étaient présents. Ils étaient assis autour de la table de conférence ovale en ébène poli. Le visage de chacun montrait du sérieux et de la curiosité. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais brusquement convoqué une réunion aussi urgente et pourquoi son ordre du jour impliquait la délégation du pouvoir de direction. J'étais assise en bout de table, le siège le plus haut et le plus puissant. Aujourd'hui, je n'avais pas choisi mes robes élégantes habituelles. Je portais un tailleur sur mesure d'un rouge vin profond, une couleur de pouvoir, de décision, et aussi de danger. Mes cheveux étaient soigneusement coiffés en un chignon haut, révélant un front intelligent et des yeux au maquillage marqué. Je voulais que mon image aujourd'hui soit vraiment différente, vraiment forte. En face de moi, de l'autre côté de la table, se trouvait Michael. Il portait également un costume gris sophistiqué, sa cravate parfaitement ajustée. Son visage ne pouvait cacher son triomphe.
Ses yeux me regardaient avec beaucoup d'affection et de fierté, mais je savais qu'au fond d'eux, l'avidité jubilait. Assise à côté de lui en tant que consultante de projet se trouvait Jessica. Elle portait une robe de travail bleu marine discrète, son visage légèrement maquillé, paraissant très professionnel et humble. Tous deux, un couple trompeur, jouaient une pièce parfaite devant les personnes les plus puissantes de l'entreprise. La réunion a commencé. Je me suis levé et j'ai pris la parole. Ma voix aujourd'hui était claire, articulée et pleine de force intérieure, sans la faiblesse et la lassitude des jours précédents. Distingués invités, merci à tous d'avoir pris le temps d'assister à la réunion extraordinaire d'aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion, comme indiqué dans l'annonce, est de divulguer une décision importante, une décision qui aura un impact considérable sur l'avenir d'Evergreen Pharmaceuticals. La salle de réunion est tombée dans le silence, tous les yeux étaient fixés sur moi. J'ai pris une profonde inspiration, puis je me suis tourné vers Michael, affichant un sourire très éclatant. Comme vous le savez tous, au cours de la période écoulée, notre entreprise a été confrontée à des défis considérables, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Dans nos moments les plus difficiles, j'ai eu la chance incroyable d'avoir un mari talentueux, un collègue dévoué qui a toujours été à mes côtés, partageant chaque fardeau. Cette personne est Monsieur Michael Johnson, notre directeur des ventes. J'ai fait un geste vers lui, et tout le monde a applaudi. Michael s'est levé, s'inclinant gracieusement. Son visage rayonnait de bonheur, il savourait ce moment d'honneur. J'ai continué, ma voix commençant à s'épaissir légèrement. Mais en vérité, après tous ces bouleversements, je me sens totalement épuisé. Ma santé ne me permet plus de porter une responsabilité aussi lourde. J'ai réalisé que la véritable place d'une femme, peut-être, est encore dans l'ombre, apportant un soutien indéfectible à son homme. Mes paroles ont fait hocher la tête aux membres du conseil, en particulier aux plus anciens, en signe d'approbation. Ils pensaient que j'étais une femme à la fois capable et raisonnable. Par conséquent, j'ai regardé Michael droit dans les yeux, mon regard rempli d'amour et de confiance. Après de nombreuses nuits blanches, j'ai pris une décision. Aujourd'hui, devant toutes les personnes présentes, moi, Chloé Anderson, PDG d'Evergreen Pharmaceuticals, délègue officiellement et temporairement par la présente le plein pouvoir de direction de l'ensemble de l'entreprise à mon mari, Monsieur Michael Johnson, pour une période de 6 mois. Ma déclaration a été comme une bombe lâchée au milieu de la salle de réunion. Tout le monde était stupéfait, surpris. Monsieur Roberts, qui était resté silencieux au bout de la table, a également manifesté une surprise et une objection extrême. Chloé, qu'est-ce que tu dis? Il a bondi de son siège. Sais-tu ce que tu fais? Lui remettre tout l'héritage de ton père? Es-tu folle? Michael s'est immédiatement levé pour me défendre. Monsieur Roberts, veuillez respecter la décision de ma femme. C'est son souhait le plus cher. Je promets que je ne trahirai pas cette confiance. J'ai rapidement agité la main, essayant de rassurer Monsieur Roberts. Monsieur Roberts, calmez-vous s'il vous plaît. C'est ma décision. J'y ai réfléchi très attentivement. J'ai une confiance absolue en Michael. La brève dispute entre Monsieur Roberts et Michael n'a fait que rendre ma décision plus authentique. Tout le monde croyait qu'il s'agissait entièrement de ma volonté, sans aucune contrainte. Après avoir apparemment convaincu le conseil, j'ai fait un signe à ma secrétaire. Elle a apporté un ensemble de documents préparés et les a placés devant moi, l'accord de procuration de gestion. Pour garantir la clarté et la transparence, nous signerons l'accord ici même, ai-je dit. Michael pouvait à peine cacher son sourire triomphant. Il a regardé Jessica, et ils ont échangé un regard victorieux que personne, pensait-il, ne voyait. Mais je l'ai vu. La caméra miniature sur mon épingle de revers a tout vu. J'ai pris mon stylo, un stylo plume Parker plaqué or, le premier cadeau que mon père m'ait offert quand je suis entré à l'université. J'ai débouché le stylo. Toute la salle retenait son souffle. Michael se penchait en avant, ses yeux fixés sur la pointe de mon stylo, attendant le moment historique, le moment où il deviendrait officiellement le propriétaire d'Evergreen Pharmaceuticals. Je lui ai souri, un sourire vraiment doux, puis j'ai lentement abaissé le stylo vers le papier blanc. La pointe de mon stylo a légèrement touché la surface du papier. La salle de réunion était si silencieuse que je pouvais même entendre la déglutition sèche de Michael de l'autre côté de la table. Ses yeux brillaient les yeux d'un prédateur sur le point de saisir sa proie charnue. Il attendait ce moment depuis bien trop longtemps. Mais je n'ai pas signé. Au lieu d'écrire mon nom,
J'ai juste dessiné un petit cercle sur le papier. Puis j'ai lentement levé les yeux. Le doux sourire sur mes lèvres a disparu, remplacé par un sourire froid et sarcastique. J'ai regardé Michael droit dans les yeux. Es-tu très déçu, mon cher mari? Ma question, ainsi que mon sourire et mon regard complètement changés, ont stupéfié Michael. Le sourire sur son visage s'est figé. Il m'a regardé, puis a regardé le contrat, le visage visiblement déconcerté. Chloé, de quoi parles-tu? Pas seulement lui, tout le monde dans la salle de réunion était déconcerté. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Ma pièce avait changé trop brusquement. Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement et tranquillement rebouché le stylo, je l'ai posé sur la table, puis j'ai fait signe à Monsieur Roberts. M. Roberts, qui était resté assis en silence avec un air d'indignation jusqu'à présent, s'est levé, son attitude étant inhabituellement digne. Il n'a rien dit, a juste pris une télécommande dans sa mallette et a appuyé sur un bouton. Immédiatement, l'écran de projection géant derrière moi, qui affichait le logo d'Evergreen Pharmaceuticals, a clignoté puis s'est rallumé. Mais cette fois, l'image qui est apparue n'était pas de ces graphiques commerciaux, c'était un clip vidéo. La vidéo a été tournée sous un angle très bas, précisément depuis ma bague en saphir. La première image qui est apparue était le visage de Michael, agenouillé devant moi dans mon bureau, le visage plein de sérieux. Sa voix résonnait clairement, « Je veux que tu signes un accord de procuration temporaire me donnant l'autorité de gérer l'entreprise pendant 6 mois. » La salle de réunion a commencé à bourdonner. Le visage de Michael est devenu livide. Il a bondi, pointant l'écran du doigt, bégayant, « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça, Chloé ?» La vidéo a continué. Cette fois, c'était des images de la réunion d'information de la semaine dernière. Jessica présentait avec éloquence le projet Evergreen Wellness, suivi du soutien enthousiaste de Michael. Et puis les regards triomphants qu'ils ont échangés, pensant que j'étais tombé dans leur piège. D'où cela vient-il? Pourquoi ces vidéos sont-elles diffusées, a dit un actionnaire âgé, la voix pleine d'étonnement. Je me suis levé, les bras croisés, ma voix froide et résolue, résonnant dans la salle de réunion. Distingués invités, voici ce qui se passait réellement dans notre dos. Voici le vrai visage du mari en qui j'avais une confiance absolue et de sa consultante de projet hautement talentueuse. Michael et Jessica étaient maintenant complètement figés, leur visage totalement exsangue. Ils me regardaient comme si j'étais un monstre. Mais le meilleur acte reste à venir. Peut-être pensez-vous qu'il ne s'agit que de conflits internes, de prises de pouvoir typiques, ai-je dit, ma voix pleine de sarcasme. Mais non, la vérité est bien plus horrible. J'ai fait signe à Monsieur Roberts à nouveau. Un fichier audio a été diffusé. Cette fois, c'était le son provenant du stylo Mont Blanc. On ne peut plus attendre. Nous devons accélérer le plan. Je trouverai un moyen de lui faire détester son travail. Les voix de Michael et de Jessica discutant de la création de projets fantômes pour vider l'entreprise ont résonné clairement. Si elle n'est pas d'accord, alors nous devrons recourir au plan B. Plan B exactement. Un accident, un petit accident par exemple, une défaillance des freins ou une crise cardiaque soudaine. À ces mots, la salle de réunion a éclaté. Tout le monde s'est levé. Des cris et des insultes furieuses ont été lancés à Michael et Jessica. Ils ne pouvaient pas croire que les personnes qu'ils avaient toujours respectées puissent cacher un complot aussi cruel et inhumain. Calomnie. Tout est calomnie. L'audio est édité, a crié Michael désespérément, essayant de nier sa culpabilité. Édité? Monsieur Roberts a enfin pris la parole, sa voix portant l'autorité d'un professionnel du droit. Monsieur Johnson, tous ces fichiers audio et vidéo ont été soumis à des experts médico-légaux. Ils sont entièrement originaux, sans aucun signe d'altération. Et le rapport médico-légal est ici même sur mon bureau. Il a brandi un document au sceau rouge. Michael l'a vu. Tout son corps est devenu mou, et il s'est effondré sur sa chaise. Il savait que toutes les voies de déni étaient bloquées. Jessica ne pouvait plus tenir debout, elle s'est affaissée sur le sol, se couvrant le visage de ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Sa carrière, sa réputation, l'avenir radieux dont elle avait toujours rêvé, tout s'est brisé en quelques minutes. Je suis sorti de derrière la table et j'ai lentement marché vers eux. Je me suis arrêté devant Michael, qui était affalé sur la table, les épaules tremblantes. Michael, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Ta pièce était excellente. Ton jeu d'acteur était vraiment superbe.
Mais tu as oublié une chose. Il a lentement levé la tête, ses yeux injectés de sang me regardant, remplis de haine et de désespoir. C'est que dans une pièce, le scénariste et le metteur en scène sont ceux qui décident de la fin. J'ai eu un sourire narquois, le sourire d'un vainqueur. Et dans cette pièce, le metteur en scène, c'est moi. Au moment où j'ai fini de parler, les portes de la salle de réunion se sont ouvertes avec fracas. 2 rangées de policiers en uniforme, le visage sévère, sont entrés à l'unisson. L'officier de tête, un capitaine, a brandi des mandats d'arrêt devant Michael et Jessica. Monsieur Michael Johnson, Mademoiselle Jessica Davis, vous êtes tous deux en état d'arrestation pour enquête sur fraude, détournement de fonds et complot organisé en vue de commettre un meurtre. Veuillez nous suivre au poste. Tout s'est passé si vite, si inopinément. Michael et Jessica, avant même de pouvoir comprendre pleinement ce qui se passait, ont été approchés par 2 policiers et menottés. Le clic froid des menottes a résonné dans l'espace silencieux de la salle de réunion. C'était le son le plus net, le plus décisif, marquant la fin des carrières, des réputations et des avenirs de Michael et Jessica. Michael fixait ses mains menottées, son visage alternant entre le blanc et le vert. Il a soudain levé les yeux vers moi. Dans ses yeux, il n'y avait plus de supplication ou de remords, seulement une haine intense, la haine d'un animal sauvage acculé. « Chloé, toi! Tu m'as piégé, espèce de femme maléfique » a-t-il hurlé, se débattant, mais fermement maintenu par 2 policiers. Je suis resté là à le regarder silencieusement, sans ciller. Maléfique? Comparé au plan d'accident que tu avais préparé pour moi, comparé à ton complot impitoyable pour voler à la fois ma vie et mes biens, ce que j'ai fait aujourd'hui n'est rien. Je cherchais simplement justice pour moi-même d'une manière autorisée par la loi. Jessica, pendant ce temps, était complètement anéantie. Elle ne criait plus, restait juste affalée sur le sol. Sa silhouette élancée dans l'élégante robe de travail paraissait maintenant tout à fait pathétique. Ses yeux fixaient le vide. Peut-être ne pouvait-elle toujours pas croire que le château de rêve qu'elle et Michael avaient minutieusement construit avec tromperie et complot ait pu s'effondrer si rapidement. Alors qu'ils étaient escortés devant moi par la police, Michael s'est soudain arrêté. Il s'est approché tout près, sa voix bouillonnante entre ses dents serrées, pleine de menaces. Ne sois pas trop fier. Tu penses que c'est fini? Je ne te laisserai pas tranquille. J'ai juste eu un sourire méprisant. J'attendrai. Mais je crains que tu n'en aies pas l'occasion, Michael. Utilise ton temps en prison pour réfléchir à ce que tu as fait. Ils ont été emmenés, laissant derrière eux une salle de réunion chaotique remplie de chuchotements et de murmures incessants. Les membres du conseil et les actionnaires, après leur choc initial, me regardaient maintenant avec des yeux complètement différents, plus de pitié pour une femme au cœur brisé, mais du respect, voire une pointe de peur, pour une dirigeante perspicace, décisive et quelque peu impitoyable. Monsieur Roberts s'est approché de moi, me tapotant l'épaule. Tu as bien fait, Chloé. Très courageux. Merci, Monsieur Roberts. Je n'aurais pas pu y arriver seul sans vous. La réunion a ensuite repris rapidement, mais avec une atmosphère complètement différente. En tant que PDG, je me suis avancé pour rassurer tout le monde. Distingué invité, je sais que tout le monde est très perturbé en ce moment, mais je veux vous assurer qu'Evergreen Pharmaceuticals ne s'effondrera pas à cause du départ de ces 2 pommes pourries. Au contraire, c'est une occasion pour nous de nous purifier, de retirer les tumeurs et de reconstruire une société Evergreen Pharmaceuticals plus propre et plus forte. J'ai annoncé que je passerai en revue tous les projets, en particulier le projet Evergreen Wellness. Je me suis engagé à récupérer tous les dommages causés par Michael et Jessica et à ramener toutes les opérations de l'entreprise sur une voie transparente. Mes paroles résolues et mes actions décisives ont rapidement regagné la confiance de tous. La plus grande tempête de personnel de l'histoire d'Evergreen Pharmaceuticals s'était passée, laissant derrière elle des pertes mais ouvrant aussi un nouveau chapitre, une opportunité de renaissance. La nouvelle des arrestations sensationnelles chez Evergreen Pharmaceuticals s'est propagée comme une traînée de poudre. Les grands journaux ont rapporté le cas de la PDG trahie par son mari et sa meilleure amie qui avaient comploté pour commettre un meurtre, devenant l'un des sujets les plus brûlants et les plus discutés pendant longtemps. Les preuves que j'avais présentées lors de la réunion ont largement circulé, révélant les vrais visages du couple trompeur. L'opinion publique, initialement sceptique, s'est maintenant totalement tournée pour me soutenir et m'admirer. Auprès de l'agence d'enquête, face à des preuves indéniables, Michael et Jessica n'ont pu rester obstinés longtemps, ils ont commencé à se rejeter la faute.
Michael affirmait que tous les plans avaient été instigés par Jessica et qu'il n'avait agi de manière imprudente que parce qu'il l'aimait trop. Jessica, quant à elle, pleurait, disant qu'elle n'était qu'un pion entre les mains de Michael, exploité par lui tant sur le plan émotionnel que professionnel. Leur vrai visage confronté au danger était tout à fait méprisable. L'amour passionné qu'ils affichaient autrefois ne restait plus que sous forme d'égoïsme et d'un désir de rejeter la faute sur l'autre pour se sauver. Mais le filet de la justice, bien que large, laisse peu d'échappatoire. Pour les chefs d'accusation de fraude organisée, de détournement de fonds et surtout de complot en vue de commettre un meurtre, ils risquaient une très longue peine, une peine qui enterrerait leur jeunesse et leur avenir derrière les barreaux. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la mère de Michael. Sa voix au téléphone n'était plus douce comme avant, mais pleine de supplications et de larmes. « Chloé, je t'en prie, s'il te plaît, donne une chance à mon fils. Il a été stupide. Il t'a fait du tort, mais c'est mon fils unique. Je t'en prie, abandonne les poursuites. Notre famille te dédommagera pour tout. » J'ai écouté en silence jusqu'à ce qu'elle ait fini, ne ressentant aucune sympathie dans mon cœur. « Madame, ai-je dit, ma voix froide. Quand votre fils a planifié un accident pour moi, avez-vous pensé à me donner une chance de vivre? Quand toute votre famille a comploté pour saisir mes biens, avez-vous pensé au mot pardonner? Tout est hors de mes mains maintenant. Laissez la loi juger. » Sur ce, j'ai raccroché. Les comptes étaient réglés. Mon pardon ne pouvait s'étendre à ceux qui n'avaient pas d'humanité. Ils devaient payer eux-mêmes le prix de leurs crimes. Tout semblait être fini. Les méchants avaient été punis. La justice avait été rendue. Mais je savais que ma bataille n'était pas terminée. Chercher justice n'était que la première étape. L'étape suivante et la plus importante était de relancer Evergreen Pharmaceuticals, de la reconstruire à partir des cendres de la trahison. Amis, le filet de la justice a été jeté et les méchants ont été capturés. Mais est-ce vraiment la fin pour la vie de Chloé et l'avenir d'Evergreen Pharmaceuticals? Les traîtres accepteront-ils la défaite? De nombreuses questions restent sans réponse. Si vous partagez ces pensées, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Partagez vos sentiments, vos prédictions pour le voyage à venir. Chacun de vos commentaires est une perspective précieuse, rendant notre histoire plus multiforme et profonde. Après la tempête, le ciel n'est pas devenu immédiatement clair. Evergreen Pharmaceuticals à ce moment-là était comme un grand navire qui venait de traverser un violent ouragan. Bien qu'il n'ait pas coulé, sa coque était marquée, son mât de travers, et il avait besoin d'un capitaine compétent pour le remettre sur la bonne voie. Et ce capitaine n'était autre que moi. Les mois qui ont suivi ont été une période de travail acharné. Je mangeais et dormais pratiquement à l'entreprise. La tâche la plus urgente était de gérer les conséquences du projet Evergreen Wellness. Des dizaines de millions de dollars avaient été dispersés dans des sociétés écrans et des contrats frauduleux mis en place par Michael et Jessica. C'était une grave blessure financière pour Evergreen Pharmaceuticals. Avec M. Roberts et l'équipe juridique, nous avons travaillé avec les banques pour geler les comptes liés et avons poursuivi les sociétés écrans pour essayer de récupérer chaque dollar possible. Ce fut une bataille juridique très complexe et coûteuse, mais j'ai refusé d'abandonner. Chaque dollar récupéré n'était pas seulement significatif sur le plan financier, c'était une réaffirmation de la justice. De plus, je devais faire face à une crise de confiance au sein même de l'entreprise. L'incident impliquant Michael et Jessica, deux cadres supérieurs, avait causé un grand choc. Les employés étaient confus et inquiets pour l'avenir de l'entreprise et pour le leur. Les rumeurs et les soupçons commençaient à se propager. J'ai décidé d'organiser un dialogue direct avec tous les employés, un événement sans précédent chez Evergreen Pharmaceuticals. Je me suis tenu devant des centaines de personnes, non pas en tant que PDG distante, mais en tant que collègue, un capitaine face à une tempête. Je n'ai pas caché les difficultés. J'ai parlé honnêtement des pertes subies par l'entreprise et des défis auxquels nous allions être confrontés. Mais j'ai aussi parlé de ma conviction, de ma détermination à faire revivre ce navire. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets, ai-je dit, ma voix résonnant dans l'auditorium. Mais je veux que vous me regardiez. Moi, qui ai été trompé et trahi par les personnes même en qui j'avais le plus confiance, je suis toujours là. Je ne suis pas tombé, et Evergreen Pharmaceuticals ne tombera pas. Evergreen Pharmaceuticals est l'œuvre de la vie de mon père et la deuxième maison pour nous tous. Cette maison souffre, et elle a besoin de nous tous pour travailler ensemble afin de la réparer et de la reconstruire. Je ne peux pas le faire seul.
J'ai besoin de votre confiance, de votre unité et de l'effort de chacun d'entre vous. Mes paroles sincères ont semblé toucher le cœur de tous. Le silence initial a été remplacé par des applaudissements timides d'abord, puis de plus en plus forts. Je savais que j'avais réussi à commencer à unir les gens d'Evergreen Pharmaceuticals. Dans la période qui a suivi, j'ai entrepris des réformes fortes. J'ai complètement aboli l'ancien département RD dirigé par Jessica, un département qui avait été corrompu en un outil pour vider l'entreprise. À la place, j'ai créé un nouvel institut de recherche pharmaceutique, invitant des experts et des scientifiques de premier plan avec une stratégie de développement transparente et durable. J'ai aussi courageusement promu des employés jeunes, talentueux et dévoués à des postes de direction importants, créant une nouvelle vitalité pour toute l'entreprise. Ma vie personnelle a également subi des changements. Je n'habitais plus dans le luxueux appartement rempli de souvenirs douloureux. Je suis retourné dans l'ancienne maison de mes parents, une petite demeure avec un jardin verdoyant rempli de souvenirs d'enfance paisible. Chaque jour, après des heures de travail stressantes, en m'occupant moi-même des parterres de fleurs et en respirant l'air frais, je sentais mon âme se purifier, devenant étrangement paisible. 1 an plus tard, le procès de Michael et Jessica a enfin eu lieu. J'y ai assisté, non par haine, mais simplement pour mettre un point final au passé. En les voyant dans leurs uniformes de prison minces et émaciés, je ne ressentais plus de colère, seulement un sentiment de pitié. Ils avaient détruit leur propre vie uniquement par cupidité et envie. Le verdict final a été annoncé, Michael a reçu 25 ans, Jessica, 18 ans, un prix très élevé pour les erreurs de leur jeunesse. Après le procès, j'ai décidé de leur rendre visite en prison une dernière fois. J'ai rencontré Jessica en premier. Elle était assise derrière la vitre, si mince que je l'ai presque pas reconnue. En me voyant, elle a baissé la tête, n'osant pas me regarder en face. « Pourquoi, Jessica ?» ai-je demandé, ma voix calme. Nous étions meilleurs amis. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Jessica est restée silencieuse pendant un long moment. Puis des larmes ont commencé à couler. Je suis désolée, Chloé. J'ai toujours été jalouse de toi. Jalouse parce que tu avais tout, une famille heureuse, une carrière grande ouverte. Et moi ? Je n'avais rien. Quand Michael est venu vers moi, il m'a montré un avenir si beau. J'ai été aveuglé. J'ai soupiré. L'envie a tué notre amitié et a aussi tué ton avenir. Je ne suis pas là pour te blâmer. Je veux juste dire, réhabilite-toi bien. Ton avenir est encore devant toi. La conversation avec Michael a été plus lourde. Il n'a pas pleuré, et juste resté assis là à me regarder avec des yeux vides. As-tu autre chose à me dire ? Il a secoué la tête. Toutes les excuses maintenant sont dénuées de sens. Je veux juste te poser une question, m'as-tu vraiment aimé un jour ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé autrefois de tout mon cœur. Et c'est précisément pour cela que ta trahison m'a fait si mal. Il a fermé les yeux, une larme tardive coulant sur sa joue creuse. Merci de m'avoir aimé autrefois. Je me suis levé, je lui ai tourné le dos et je suis parti sans regarder en arrière une seule fois. Le passé, qu'il soit douloureux ou doux, était vraiment derrière moi. À partir de ce moment, son image ne serait plus dans mon cœur. J'étais prête pour une renaissance, une nouvelle vie sans fardeau. Le temps a passé. 3 ans après l'annonce du verdict, Evergreen Pharmaceuticals, sous ma direction, s'était complètement transformé. D'une entreprise au bord de la faillite, Evergreen Pharmaceuticals s'était hissé au rang de l'une des principales entreprises pharmaceutiques, réputée pour ses produits de haute qualité et sa culture d'entreprise transparente et humaine. Je n'étais plus l'ombre de mon père, j'avais construit mon propre empire grâce à mon propre talent et à mes efforts. Je ne me plongeais plus aveuglément dans le travail comme avant, j'avais appris à équilibrer. Je passais plus de temps pour moi, à des passe-temps que j'avais longtemps oubliés. J'ai voyagé, lu des livres, appris l'art floral et participé à des activités sociales. J'ai trouvé de la joie dans des choses simples. Dans la quiétude de mon âme, je ne gardais plus non plus mon cœur hermétiquement fermé. Je m'étais ouverte, m'étais donné une chance de rencontrer et de faire connaissance avec de nouvelles personnes. Et puis je les rencontrais. C'était un architecte, un homme de 5 ans, mon aîné, calme, mature et doté d'une âme profonde. Nous nous sommes rencontrés lors d'une exposition d'art. Il n'a pas été impressionné par ma renommée ou ma fortune, il a été attiré par la façon dont je parlais avec passion d'une peinture à l'huile, par le regard dans mes yeux. Notre amour est venu doucement, naturellement.
Il ne disait pas de paroles fleuries, ne faisait pas de cadeaux coûteux. Il restait simplement à mes côtés, m'écoutait partager, marchait avec moi dans le parc et me cuisinait des repas simples. Avec lui, je me sentais moi-même une Chloé normale, ne devant pas faire semblant, ne devant pas être sur ses gardes. Il connaissait mon passé, la douleur que j'avais vécue. Il ne jugeait pas, il me tenait juste silencieusement. « Tu as été si forte » a-t-il dit. Désormais, laisse-moi partager tes fardeaux. Une fin d'après-midi sur une plage venteuse, il m'a demandé en mariage. Pas de bougies, pas de fleurs, juste de cœurs sincères. La bague qu'il m'a offerte n'était pas un diamant étincelant, mais une simple bague en herbe qu'il avait hâtivement tissée lui-même. Mais c'était la plus belle bague que j'ai jamais vue. Et j'ai dit, oui. Notre mariage a été célébré sur une colline fleurie dans la région viticole de Californie, en présence de la famille et des amis les plus proches uniquement. Monsieur Roberts, les cheveux maintenant complètement blancs, m'a accompagné jusqu'à l'hôtel pour représenter mon père et lui a confié ma main. À ce moment-là, j'ai pleuré des larmes de bonheur complet. Ma vie après le mariage a été une suite de jours paisibles. C'est un mari merveilleux, respectant toujours ma carrière et mon espace privé. 1 an plus tard, nous avons accueilli une petite fille en bonne santé. Elle a mes yeux brillants et son sourire chaleureux. Nous l'avons nommée Hope, espérant qu'elle aurait une vie paisible et aussi pour me rappeler un voyage plein de tempêtes, mais vraiment mémorable. À l'occasion, j'entends encore des nouvelles d'anciennes connaissances. La mère de Michael est décédée de maladie peu après que son fils soit allé en prison. Jessica, j'ai entendu dire qu'elle avait bénéficié d'une libération anticipée pour bonne conduite. Elle a changé de nom et s'est installée dans une autre ville pour recommencer sa vie. J'espère qu'elle a vraiment trouvé la paix. Quant à Michael, il est toujours là-bas, payant pour ses erreurs. Je ne me soucie plus d'eux. Le passé a été une leçon précieuse, un chapitre tourné. Mon présent et mon avenir sont mon mari chaleureux à mes côtés et ma petite fille endormie dans mes bras. Ce soir, pour notre 5e anniversaire, il m'a ramené au restaurant d'il y a toutes ces années. Toujours la même musique mélodieuse, toujours une bouteille de bon vin, mais la femme assise en face de lui n'est plus la Chloé naïve et rêveuse d'autrefois. J'ai bravé les tempêtes, goûté au doux et à la mer, et réalisé que le bonheur n'est pas une destination parfaite, mais un voyage entier. Un voyage où après chaque pluie, nous voyons un arc-en-ciel, et après chaque nuit noire, une nouvelle aube nous attend. Et mon aube, radieuse et chaleureuse, est ici même.